Bonjour Malika Sorel, bienvenue dans la conversation et merci d'avoir accepté cette invitation. Malika Sorel, vous êtes ingénieure et essayiste, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et l'un d'entre eux, des compositions françaises, a été récompensé par le prix Honneur et Patrie. Et aujourd'hui, nous allons parler de votre dernier essai, publié chez Albin Michel, Les dindons de la farce, en finir avec la culpabilité coloniale. Vous abordez de nombreux sujets, c'est un livre extrêmement documenté, les lecteurs peuvent se référer à toutes les sources, que vous donnez. Vous abordez le clientélisme et la peut-être trahison de nos élites, on va le voir, cette éternelle culpabilité et repentance que vous dénoncez, et l'assimilation que vous proposez entre autres comme solution. Alors vous avez choisi, j'imagine, ce titre à dessein. Je ne peux que vous demander qui sont les dindons de la farce. Ah, il faut lire. Il faut lire pour savoir si vous en faites partie ou pas. Je développe dans le livre et j'explique pourquoi j'ai ressenti le thème de cette manière-là. C'est véritablement pour moi un crève-cœur et c'est arrivé à la fin d'un colloque que nous organisions sur les questions de laïcité, et une dame d'origine maghrébine comme moi vient me voir et me parle en arabe en me disant: est-ce que vous parlez arabe, est-ce que vous comprenez? Donc je dis oui, et elle me dit: mais madame, mais les Français, sous-entendu les Français de souche occidentale, sont des niyas. Et ce terme niya, qui est un terme arabe, en réalité conjugue différentes facettes, différentes dimensions. Il y a une dimension naïveté, il y a une dimension de quelqu'un qui est crédule, et puis aussi un côté un peu, comment dire, un peu négatif, c'est-à-dire quelqu'un qui est incapable de tirer les enseignements des épreuves qu'il traverse, et c'est ce que ça lui inspirait. Et je me suis aperçue à ce moment-là qu'effectivement, les Français de souche occidentale, mais c'est un peu la même chose dans les autres pays occidentaux, dans les autres pays européens que j'ai étudiés, ne se rendent pas compte en réalité de ce qui est en train de se produire véritablement dans leur nation, et ils sont crédules, ils croient tout ce qu'on leur raconte, le fait que l'assimilation va se passer de manière très facile, que ce n'est qu'une question socio-économique. Et dans la dimension dindon de la farce, il n'y a pas que ces Français de souche, il y a également les Français d'origine extra-européenne qui ont fait le jeu de l'assimilation, qui ont joué le jeu, qui ont décidé de s'assimiler et qui s'aperçoivent aujourd'hui, on le voit même dans les nominations du gouvernement aujourd'hui, qu'en réalité, lorsque vous dénigrez la France et la société d'accueil en général, lorsque vous la ramenez tout le temps et vous la réduisez à quelques pages sombres de son passé, ben, vous pouvez espérer un retour sur investissement. Et en réalité, au travers du clientélisme politique dont je parle beaucoup dans le livre, parce que c'est vraiment le nœud du problème, et ça renvoie à la question des flux migratoires et de leur importance, lorsqu'il n'y a plus autant d'assimilation qu'auparavant, ces Français de souche extra-européenne, en réalité qu'on fait le jeu de l'intégration culturelle puis de l'assimilation, c'est-à-dire qu'on choisit la France comme patrie, en réalité ils se retrouvent trahis autant que les Français de souche, parce qu'ils s'aperçoivent que ceux qui ne s'assimilent pas, qui conservent de leur origine culturelle des pans qui sont incompatibles avec l'identité de la terre d'accueil, eux, et qui dénigrent aussi la terre d'accueil sur tout ça, eux sont courtisés partout, y compris dans le monde de l'entreprise où on cherche de la diversité. Et donc voilà les deux grandes catégories de dindons de la farce, et j'en fais la preuve dans mon ouvrage, et bien sûr je dis aussi comment nous devons nous en sortir. Alors le problème attends, si on veut bien poser le problème, c'est celui de l'accroissement des flux migratoires et des solutions que vous proposez justement pour soit y mettre un terme, soit essayer de composer avec. Vous le citez dans votre livre, ça fait bien longtemps qu'on est dans cette situation, puisque Georges Marchais, qui était le secrétaire général du Parti communiste en 1981, en parle déjà, et vous le citez, puisqu'il dit qu'il faut, je crois, arrêter, enfin en tout cas il recommande de stopper l'immigration officielle et clandestine. Donc ça fait plus de 40 ans. Oui, légal et illégal. Et voilà, aujourd'hui vous faites le constat qu'on en est toujours au même point.
Quelles sont les Alors vous proposez plusieurs solutions, vous parlez d'abord d'un prétexte, et je pense qu'on peut en parler parce que c'est quelque chose qui vous a touché, c'est cette querelle des prénoms qui a été lancée par un des candidats lors des dernières campagnes présidentielles, puisque c'est Éric Zemmour qui en a parlé. Vous dites que c'est un prétexte qui ne sert absolument à rien. En revanche, c'est quelque chose qui vous a blessé et qui a changé certaines choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord en quoi c'est une tactique, parce que ça aussi vous en parlez, et en quoi ça vous a blessé, pour quelles raisons, et dans quelle mesure ça a changé les choses et lesquelles? Oui, alors d'abord la citation de Georges Marchais, je l'avais exhumée il y a déjà un certain nombre d'années. Donc c'est pas parce que comme elle a été reprise ensuite, moi je l'ai mis dans mes livres précédents, ça fait un certain nombre d'années que je rappelle Georges Marchais pour montrer à quel point l'élite politique a dérivé, parce que Georges Marchais c'est le secrétaire général du Parti communiste en plus à l'époque. Et dans son intervention, il dit justement que l'immigration nuit aussi bien, il dit que c'est le patronat en réalité, que c'est l'alliance entre le patronat et une partie de la classe politique, et que ça dessert les intérêts des travailleurs français. Donc on voit comment le Parti communiste de l'époque s'occupait véritablement des classes populaires françaises. Et puis il dit que ça nuit également aux pays d'origine de l'immigration. Donc il disait ça, et il rajoutait aussi que ça posait donc le problème du travail, mais que ça posait aussi des problèmes concrets de cohabitation, ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, parce qu'il dit se retrouvent des familles aux mœurs différentes, et ça crée des heurts, de la violence. Je renvoie vers mon livre où je cite tout le long extrait. Aujourd'hui, on dirait Georges Marchais, c'est l'extrême droite. Alors sur Éric Zemmour, j'en parle dans mon livre et j'explique pourquoi son approche est simpliste et elle est contre-productive. C'est ça qui est surtout gravissime. Elle est simpliste parce que d'abord, il y a des personnes qui ont des prénoms étrangers et qui se sont assimilées, qui défendent la France, qui sont patriotes. Et moi, j'ai vécu dans le monde politique. J'ai bien vu ceux qui m'entouraient avaient tous des prénoms, pour la plupart, même tous, des prénoms français de souche, chrétiens. Certains allaient à la messe et ça ne les a pas dérangés de participer à la trahison du peuple. Donc, l'approche d'Éric Zemmour est tout à fait... Vraiment, c'est une approche d'enfant. Je pense qu'il la regrette probablement parce que par ailleurs, je ne voudrais pas non plus jeter Zemmour, ce qu'il dit avec l'eau du bain, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il dit que je partage, parce que je l'ai écrit depuis très longtemps, en mettant en évidence que ces flux migratoires, par leur importance, et aussi parce qu'ils venaient de sociétés qui avait renoué avec la religion comme principe organisateur de la cité. Et ce que ça signifiait, c'est que parce que c'est une réalité, et dans le livre, comme vous avez eu la gentillesse de citer, je renvoie toujours aux sources, je source aussi le fait qu'il y a des dimensions, par exemple, par rapport à l'approche des femmes, qui signifie comment nous allons vivre tous ensemble, nous comporter les uns vis-à-vis des autres. La question des femmes est essentielle. Ça aussi, je voudrais que vous en parliez, parce que c'est rare, j'en ai rarement entendu parler, cette approche de la misogynie, justement, qui appréhende différemment, qui a son importance dans la façon d'appréhender l'immigration et l'assimilation. Donc ça aussi, j'aimerais que vous le précisiez, c'est important. Absolument, parce que c'est assez frappant en réalité, ce qui s'est passé avec l'immigration, avec cette religion qui revient au centre de la vie quotidienne des personnes, et donc quand elles arrivent de l'étranger, elles ramènent avec elles leur façon d'être, leur façon de vivre, et cette importance des flux fait que elles ont obligé ceux qui étaient arrivés en France précédemment, qui étaient sur une voie d'intégration culturelle, et même pour certaines qui s'étaient assimilées, par une certaine approche, qui est une approche de terreur en réalité, parce que au quotidien, elles exercent une pression morale et même parfois physique envers en particulier les femmes, mais aussi les garçons, qui fait que ces familles-là ont peur et recule par rapport à l'intégration. Et ça, au Haut Conseil d'intégration dont j'ai fait partie, nous le savions, nous le savons depuis très longtemps. C'est pour ça que les élites auraient dû se dire « Ah, il se passe quelque chose avec l'importance de ces flux migratoires qui fait qu'il y a une désintégration culturelle de ceux qui sont là, avec des conséquences directes à l'école. » Alors deux choses. La première, c'est comment vous expliquer qu'à l'époque, dans les années 70, il y a eu cette volonté d'intégration et qu'elle a été faite, et souvent réussie, et que plusieurs années plus tard, on amène autre chose. Est-ce que c'est lié à l'importance des flux migratoires ?
tout simplement, ou est-ce que c'est lié à une idéologie imposée par tout ce qui se passe? Il y a eu la révolution islamique en Iran en 1979, qui a provoqué certains bouleversements dans différents pays, et qui est peut-être à la source aussi de certains... de certains changements, d'une évolution négative ou positive, peu importe, mais en tout cas, il y a une évolution. Alors, c'est lié à quoi? L'importance des flux, ou alors une idéologie nouvelle que les gens portent, finalement, en eux? C'est lié à beaucoup de facteurs. On ne peut pas le résumer qu'à l'importance des flux. Sur la misogynie, je n'ai pas terminé précédemment. Oui, je vous en prie, allez-y. Je veux juste préciser, je parlais de la misogynie des sociétés occidentales. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé avec les flux migratoires, c'est que les premières atteintes, et on le voit d'ailleurs dès 89 avec le voile de Creil, l'affaire des filles, comme c'est le statut de la femme qui est questionné, et qu'on demande, par exemple, qu'il n'y ait plus de mixité, qu'il n'y ait plus de piscine pour les femmes, etc. Dès l'époque, il y a des demandes d'accommodement déraisonnables qui sont faites sur le terrain, les maires sont informés, certains cèdent, etc. Comme à chaque fois, parce que la femme, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est névralgique dans l'identité culturelle. Comme ça questionne que le statut de la femme, il y a un désintérêt des élites politiques. Si les flux migratoires s'étaient accompagnés d'une demande de régression, le mot régression est utilisé par Mélenchon lorsqu'il parle du voile, il parle de régression. En 2009-2010. Tout à fait, dans Marianne. Et ça se retrouve facilement. Et donc, si les régressions visaient les hommes, les sociétés occidentales auraient réagi et auraient dit hors de question, ici c'est comme ça, chez vous c'est peut-être différent, mais chez nous ça ne passera pas. Et ils ont laissé faire, et il y a un autre élément. Et vous pensez que c'est lié, c'est intéressant ce que vous dites. Oui, parce qu'il y a Cologne aussi. Regardez ce qui s'est passé à Cologne. Avec les nombreux viols. Absolument, tout à fait. Il a fallu plus d'une semaine et des dizaines, même des centaines de viols et puis de dépôts de plaintes pour qu'on prenne conscience et que aussi bien Madame Merkel, que la maire de Cologne, qui est une femme, parce que dans mon livre, j'explique que la misogynie, ce n'est pas que le fait des hommes, et que souvent dans les cultures, ce sont les mères qui transmettent le fait que le statut de la femme doit être différent et inférieur. Et donc on aurait tort de faire de cette question de la misogynie, qui est centrale, une question d'un combat des hommes contre les femmes. Il y a des hommes qui sont bien plus sympathiques et défenseurs du statut d'égalité que les femmes. Donc il ne faut pas non plus idéaliser et faire un combat de camp contre camp. Sur les raisons, il y a bien entendu les flux migratoires, parce que c'est ça qui crée la pression. Il y a aussi le retour des pays d'origine vers un fondamentalisme religieux. J'ai vécu en Algérie, j'ai vu les deux périodes. C'est la période où les personnes étaient pratiquantes, mais de manière laïque, et surtout respecter le fait que les voisins ne pratiquaient pas de la même manière. Ça, c'est fondamental, parce que les Occidentaux ont tendance, et ça c'est vraiment l'arrogance occidentale qui met à mal l'Occident. Il faut que les Occidentaux comprennent ce que je dis là, parce que ce n'est pas une attaque, c'est de dire attention, vos valeurs ne sont pas universelles et elles ne vont pas nécessairement être reprises par d'autres cultures. Et ce qui se produit, c'est que les Occidentaux ont pensé qu'avec l'immigration, les valeurs étaient contagieuses et les personnes allaient l'adopter, en particulier la liberté individuelle. La liberté individuelle, dans le monde dont moi je suis issue, enfin je suis issue de deux mondes parce que j'ai vécu en immersion totale dans les deux civilisations, occidentale et musulmane, et donc j'ai vu la différence. La différence essentielle se situe dans la liberté individuelle. D'un côté, elle existe, on la reconnaît, de l'autre côté, elle n'existe pas, et la vie de l'être humain est codifiée du matin au soir, et la vie de la société. Ce qui fait que si une personne ou une famille veut s'intégrer culturellement, elle ne le pourra pas nécessairement parce que les autres ne vont pas la laisser s'intégrer. Il y a danger à faire de la résistance ? C'est-à-dire à refuser. À refuser, mais absolument. On le voit aujourd'hui dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers, en gros c'est l'immigration. Les filles, depuis maintenant 20 ans, qui peu à peu ont commencé à mettre des vêtements amples, à couvrir ce qui est résumé, Abdelmedeb, l'islamologue, en parle très bien, il faut couvrir tous les atours. Il faut faire en sorte que tout ce qui est féminin disparaisse. Et Abdelmedeb explique très bien, là aussi je source, le fait qu'il n'y a pas de différence, dit-il, entre la burqa et le voile. Parce que ça procède exactement de la même chose, et que les deux, donc le voile aussi, c'est une atteinte au statut de la femme, et aussi de l'égalité entre l'homme et la femme, et puis de la dignité des sexes. Donc si on pense qu'aujourd'hui, dans les sociétés occidentales,
on défend le voile de plus en plus, parce que ce qui est extraordinaire avec le débat sur la burqa, c'est que ces personnes ont réussi à banaliser le voile. Donc si on écoute Abdelwahab Medeb, le voile, c'est une attaque à la dignité. En quoi cette attaque à la dignité peut-elle être qualifiée de progressiste? Donc moi j'estime que le monde occidental, et les Occidentaux doivent le comprendre, sont entrés dans une régression qui est pour moi condamnable. Alors vous dites que les Occidentaux ont imaginé avec arrogance oui, que leurs valeurs allaient se transmettre instantanément. Allaient être acceptées par autrui. Pour autant, ils ont fait ce que vous appelez des accommodements raisonnables, et puis ils ont cédé à certaines demandes. Oui. Est-ce que les élites, et vous en parlez, n'auraient jamais dû transiger, vous dites, sur les règles qui régissent la vie en société et rester fidèles aux valeurs qui structurent l'identité du peuple français? Ils ont cédé au moment de l'affaire de Creil, vous venez de le citer, en 1989. Est-ce qu'à ce moment-là, il aurait fallu dire absolument non? Est-ce que c'était possible de le faire? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un exemple tout à fait récent avec l'affaire du Burkini à Grenoble et Éric Piolle, le maire de Grenoble. Est-ce que, qu'il y a des arguments, enfin, que je trouve moi complètement surréalistes, vraiment. Il fait des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, il compare ce qui est incomparable, je ne vois pas le rapport entre les seins nus et le Burkini. Mais ça aussi, c'est un débat difficile. Est-ce que... là, on n'aurait pas dû céder du tout. Donc, c'est des vraies questions que je vous pose, parce que, finalement, est-ce qu'il faut dépasser les questions symboliques et philosophiques qu'on peut se poser sur la liberté, le choix d'être soumise par rapport, voilà, qu'une femme décide d'être soumise en portant son burkini, et de quel droit, nous, on lui imposerait de ne pas l'être. Alors, outre ces débats philosophiques qui peut-être ne servent à rien, c'est se dire, ben non, ici, on est en France, on a des valeurs qui sont les nôtres, et donc, à vous de les accepter. Je vous pose la question, est-ce que vous qui avez fait ce choix de l'assimilation, est-ce qu'on aurait dû ne pas céder dès 1989 avec l'histoire du foulard à Creil? Alors en 89, il y a eu une division. Oui, il y a une division. Ah oui, la société s'est scindée, et d'ailleurs, au début, ils ont renvoyé vers le Conseil d'État, et puis finalement, ça a abouti à une loi en 2004. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des féministes qui s'y sont opposées. Il y avait Gisèle Halimi, Elisabeth Badinter, alors que là, les féministes, au contraire, soutiennent Éric Piolle. Donc les choses ont changé aussi. Ce ne sont pas les mêmes féministes. Non, c'est pas du tout les mêmes féministes, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Pour les deux que vous venez de citer, que je connais, qui sont des grandes dames, on est d'accord. Qui est vraie féministe, humaniste, grande dame, on est bien d'accord. Le féminisme a été complètement perverti par le parti. Complètement. Et puis les médias ont leur responsabilité, parce qu'ils ont accepté d'accoler le terme féministe à des personnes qui en réalité, parce qu'il faut comprendre ce qui se cache en dessous, c'est que c'est une convergence des luttes entre guillemets, c'est comme ça qu'elles le vivent, c'est-à-dire que l'ennemi c'est le mâle blanc, et donc unissons-nous avec les minorités entre guillemets qui sont maintenant des majorités dans certains territoires de la République, il faut oser le dire, puisqu'avec les flux migratoires, etc., dans mon livre je donne les chiffres aussi, y compris de l'INSEE, de toute façon, il y a des chiffres qui sont implacables, qui montrent qu'il y a des secteurs, il faut arrêter de dire minorité, et donc non, il y a cette approche qui est une approche de circonstance, qui est du cynisme, et ces néo-féministes pensent qu'ensuite elles auront la paix, mais elles n'auront pas la paix. Parce que la question de la femme, Emmanuel Todd l'avait bien montré, c'est une question qui est véritablement centrale pour les peuples, et c'est la question sur laquelle, celle de la femme, les peuples, et ce sont les termes d'Emmanuel Todd, ne sont pas prêts à transiger. Donc il y a un choc là de valeurs, et c'est pas de la philosophie, c'est-à-dire que dans la vie quotidienne, si c'était simplement ces femmes qui mettaient des burkinis, et que ça s'arrêtait là, pas du tout, parce qu'on assiste à un grignotage en réalité, parce que c'est une offensive qui menait, et Gilles Kepel, que je cite aussi, dit à un moment donné que en réalité, dans ces années-là, les frères musulmans, et il cite le texte donc, que je remets dans mon livre. C'est effrayant d'ailleurs. Mais justement, il faut en prendre connaissance de ce qu'il dit, parce que tout ça était connu, ces personnes ne se sont jamais cachées, elles ont parlé, elles ont écrit, et vous avez encore des incrédules, qui se transforment en dindons de la farce, qui vont vous dire, non, c'est une vue de l'esprit, en réalité, ils s'aveuglent parce qu'ils ne veulent pas voir ces personnes-là, parce qu'ils ont dit,
En réalité, au début, ils voulaient attaquer le grignotage des territoires par le halal. Et comme ils ont vu que c'était plus compliqué, que ça ne prenait pas, parce que comme vous le disiez, les générations d'avant, donc celles de mes parents, de pratiquer, mais de manière tout à fait laïque, et puis faisaient un peu un cocktail dans la pratique, ils se sont rendus compte que la meilleure façon et là c'est le terme qui est employé par Gilles Kepel, de lever des troupes militantes était d'enfourcher la question du voile. Donc on voit bien tout ce qui participe d'approcher la question du choc entre les valeurs occidentales et d'autres, passe plus facilement par la question du corps de la femme. Et c'est pour ça que le voile, le burkini arrive, etc. Donc on aurait tort de sous-estimer l'affaire. Maintenant, sur un mot sur Piolle, c'est une approche tout à fait cynique. Parce que cet homme, de toute façon, sa femme ou ses filles, s'il en a, ne va jamais leur demander, jamais leur dire, parce que ce qui se passe, c'est que pourquoi est-ce qu'on cache le corps de la femme? Parce qu'on estime qu'il est impur, qu'il est l'objet de tentation de l'homme. La femme, c'est le mal. On revient toujours à l'origine des religions monothéistes où la femme, c'est toujours le diable. Et donc, il faut en arriver à la brimer, etc. Et donc, ce Éric Piolle, ce qu'il voit, c'est l'évolution de la démographie électorale. Voilà. Et on en retourne à la question des flux migratoires en l'absence de l'assimilation. Et ça avait été mis en évidence également par Hugues Lagrange, puisqu'il avait montré dans ses observations, ses recherches, que depuis déjà 20 ans, en particulier les personnes qui venaient du Maroc, lui cite les personnes d'origine marocaine et celles qui venaient de l'Afrique subsaharienne, à rebours de leurs parents, qui commençaient à s'intégrer culturellement, et même qui s'étaient intégrés culturellement, qui acceptaient la civilisation occidentale, à rebours de leurs parents, ces jeunes-là se mettaient à adopter des valeurs néo-traditionnelles et des valeurs qui entraient en conflit avec la question de la condition des femmes en Occident. Alors, est-ce que ça, alors, justement, on peut alors en venir à parler est-ce que ça c'est lié à ce que vous condamnez aussi dans ce livre, et ce qui me semble très important, c'est la culpabilisation et la repentance. C'est-à-dire que vous expliquez aussi que les Français ont énormément culpabilisé, enfin l'élite française a énormément culpabilisé par rapport au contentieux historique qu'ils ont avec l'Algérie. Vous dites d'ailleurs que l'intégration s'est mieux passée pour les gens qui n'avaient aucun passé historique avec la France, que c'était plus facile pour eux. Est-ce que cette façon, et là j'ai envie de vous citer dans le texte parce que vous le dites très très bien, cette façon de culpabiliser n'entraîne pas cette volonté de ne pas s'intégrer en fait, et encore moins de s'assimiler. Vous dites la course à la repentance de ces dernières décennies, loin de servir le mécanisme d'intégration, l'a considérablement grippé, et lorsque le président de la République Emmanuel Macron parle de faute inexcusable, il faut donc s'attendre à ce qu'elle ne soit pas excusée. Il en va de même lorsqu'il accuse son propre pays de s'être rendu coupable de crimes contre l'humanité envers un peuple musulman. Les mots ont un sens et l'accusation est lourde. Oui. Et donc, justement, là on peut comprendre à quel point cette culpabilité est contre-productive. Absolument. Et alors, justement, et vous ajoutez, vous expliquez que les personnes qui sont venues en France, souvent sont issues de milieux défavorables, qu'ils sont pris en charge complètement, qu'ils bénéficient de beaucoup de choses, qu'ils font des demandes et que petit à petit, en plus, leurs demandes sont acceptées. Et pour autant, vu alors, est-ce que pour vous, c'est une forme de propagande, cette espèce de culpabilité, repentance, qui fait que ils ne se sentent pas. Enfin, ils n'ont pas la volonté d'aimer ce pays qui les accueille malgré tout, en y mettant de la volonté pour être... Parce que finalement, la France a aussi cette réputation d'une terre d'asile accueillante, chaleureuse, avec un seuil de tolérance plutôt élevé. Donc, absolument. Donc on est dans un cercle vicieux finalement. Tout à fait, mais c'est gravissime parce que, pour les élites politiques, je pense qu'à un moment donné, ça devient une posture. Parce qu'au début, on peut croire, il y a 40 ans, qu'on ne savait pas, qu'on pensait que les choses allaient s'aplanir. Moi, je me souviens, je ne vais pas le citer, mais c'est quelqu'un de très important dans l'État, qui me dit non, mais vous inquiétez pas, ça sera comme les Italiens. Et j'avais beau lui expliquer que, attendez, les Italiens en termes culturels, c'est-à-dire la difficulté d'intégration culturelle, d'appropriation des valeurs n'est pas la même lorsque vous venez d'une culture totalement éloignée. Et en plus, de l'autre côté de la Méditerranée, excusez-moi, mais il y a des valeurs qui sont tout à fait incompatibles avec les valeurs
occidentale, donc il faut en prendre conscience et regarder ce que ça peut impliquer et comment est-ce qu'il faut y remédier. Donc je pense qu'il y a pour certains une posture, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais globaliser. Il y a certains, c'est une posture. Évidemment. Pour d'autres, c'est évident que pour une partie de l'immigration, lorsqu'on leur répète la France est coupable, ils finissent par le penser. Ils arrivent de là-bas. Moi, j'ai vécu avec des gens qui avaient faim. Il y a des gens qui vivaient dans des appartements très exigus et avec cohabitation de plusieurs générations, ce qui entraînait des vies épouvantables. Ils arrivent ici, on les prend en charge, même pour les HLM, ils passent même devant les Français de souche. Et puis, le discours dans les médias finit par en convaincre une partie que la terre d'accueil n'est pas accueillante, qu'elle est mauvaise, qu'elle les rejette, qu'elle les discrimine, qu'elle est raciste, etc. Et donc, une partie finit par le croire, ils se sentent rejetés. Ça fait écho également au fait qu'il y a des problèmes d'ordre d'identité, parce que quand ils arrivent avec certaines façons de voir, y compris de voir la femme, quand ils voient des femmes occidentales, comment elles se vêtissent dans la rue, pour eux, je suis désolée du terme, parce que je l'ai vu en Algérie, pour eux, les occidentales sont des catins, et donc c'est un choc très violent pour eux de voir ça, d'autant plus que dans la religion, lorsqu'on voit des personnes qui sont dénudées, eh ben, on a des, entre guillemets, des mauvais points, puisqu'on n'a pas le droit de poser le regard dessus. Donc vous vous rendez compte que ça peut... Tout ce qui se joue. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc bien entendu, ça complique considérablement l'intégration culturelle. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est que dans la religion musulmane, parce que les Occidentaux, quand je parle d'arrogance, pour une partie bien sûr, il y a aussi le fait qu'ils ne regardent qu'au travers de leur propre prisme culturel. À un moment donné, c'est comme lorsqu'on fait du commerce international, moi j'ai fait du management, on essaie de comprendre comment l'autre va percevoir les choses. Par exemple, la question des distances interpersonnelles. Avec des Japonais, attention, vous ne pouvez pas rentrer dans certaines... Sinon, il le prend comme une agression. Avec les Chinois, donc là, on ne le fait pas. Et on reste avec le schéma occidental et on ne comprend pas qu'en ayant cette approche de j'accuse la France de crimes contre l'humanité, je dis que c'est la France qui a tous les torts. Regardez Pape Ndia à l'éducation nationale, un scandale absolu vu ce qu'il a écrit. Je ne dis pas ce qu'il a dit ou autre, il faut aller lire ses livres, parce que moi je l'ai lu. C'est un scandale absolu, je ne comprends même pas que la société française accepte qu'il soit à l'éducation, c'est-à-dire la formation des jeunes générations. Comment est-ce qu'on va leur apprendre à cohabiter, à accepter que l'autre est différent? Et donc, du côté culturel, filtre musulman, quand vous comportez comme ça, vous accusez votre propre terre, vous la dénigrez, vous ne pouvez pas être respecté. C'est tout simplement impossible. Et donc, vous voyez à quel point ça met tout le monde en danger. Et c'est pour ça que je trouve que, même si, je vous en parlais tout à l'heure avant qu'on commence, vous nous demandez d'être optimiste, mais vous le disiez, vous me l'aviez précisé, c'est pas un optimisme béat, mais de prendre le taureau par les cornes et d'agir enfin sur ces questions essentielles. C'est vrai que ça me semble compliqué de retrouver un cercle vertueux. Parce que si on doit parler de cette assimilation que vous proposez comme une solution, d'abord, c'est quoi que faut-il pour être considéré comme français? Vous posez cette question dans votre livre et je me permets de vous la poser. Alors, on passe peut-être la définition d'Alain Perfit, où il est compliqué de s'identifier à... Il parle d'Européens, de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Impossible de s'identifier à ça quand on a envie quand on a la volonté de s'assimiler. Mais la vôtre, ce serait laquelle? D'abord, vous dites qu'on ne peut pas imposer ça. C'est une volonté qui ne peut pas venir de l'extérieur. Oui. Et ça aussi, c'est une réflexion. Parce qu'il y a des pays, quand on arrive en tant qu'étranger, on nous propose des cours de langue, on nous propose des cours d'histoire concernant ce pays qui nous accueille. Donc il faudrait faire comment? Et je me permets de vous poser la question sans vouloir être indiscrète et vous nous direz ce que vous avez envie de dire, sur le choix que vous avez fait ou qui s'est imposé à vous de l'assimilation. Oui, il y a beaucoup de choses dans votre question. Oui. D'abord, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à la question qu'on n'a pas complètement explorée, parce que c'est normal, on ne peut pas, sur les facteurs qui font qu'il y a assimilation ou pas. Et ça renvoie encore une fois au nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndia, dont je parle beaucoup dans le livre, de l'ingérence américaine dans la question des banlieues. Elle est décisive, centrale. Ça aussi, vous en parlez, c'est important. Oui. Et je donne une liste de personnalités politiques qui sont Young Leaders, qui ont été approchés par les États-Unis, qui, comme par hasard,
après. Oui, ils sont nombreux, absolument. Et ça joue un rôle parce que les États-Unis, dans les câbles Wikileaks qui avaient été révélés, dont je transcris une partie dans mon livre, justement, disent qu'il faut qu'on modifie les programmes d'enseignement d'histoire de l'école, programme scolaire français. Et Papendia, vous vous rendez compte, c'est lui qui, Liongli de celui aussi, et qui fait en permanence le rapprochement avec les États-Unis et la France, alors que ça n'a strictement rien à voir. Les États-Unis sont un peuple qui vit encore sur une forme de racisme lié à l'esclavage. Ce n'est pas du tout la même problématique. Dans mon livre, je cite un Américain qui parle, qui dit, Bob Woodson, qui dit que justement il faut rompre avec l'approche américaine, et nous on l'adopte ici. Et donc cette ingérence américaine, elle n'est pas négligeable. Je montre quelque chose parce que c'était dans Marianne, c'est très rapide. Vous avez là, je ne sais pas, la caméra, où est-ce qu'on voit? Je pense qu'il va donc ça, c'est les États-Unis, l'infiltration, les dizaines de milliards qu'ils injectent dans ces questions-là. Et vous voyez sur la photo le président de JP Morgan, la banque, qui vient déverser ces millions en précisant un étranger qui vient, qui dit « je veux que cet argent serve pour la Seine-Saint-Denis, pour telle population ». C'est-à-dire c'est lui qui fait le tri de la population, accompagné de paniers runachés. Donc regardez un peu, est-ce que vous pensez que, par exemple, moi je viens de l'Algérie, jamais un ministre français pourrait arriver en Algérie en disant voilà de l'argent et vous le donnez aux Kabyles et pas aux autres, par exemple. Rendez-vous compte d'où est-ce qu'on en est. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, sur la question de l'assimilation. J'ai dit, l'assimilation, ça ne s'impose pas. On ne peut pas l'imposer. Par contre, il faut imposer l'insertion. C'est-à-dire le fait que les personnes arrivent et respectent dans leur mode de vie en public la manière de se comporter des autres. C'est ce que l'on fait. Moi, si je vais en Chine, je suis obligée de respecter les us et coutumes dans l'espace public. C'est l'insertion. Elle s'impose à tout le monde, il n'y a pas de choix. L'intégration culturelle, c'est à partir du moment où vous commencez vous-même à vous approprier, à faire vôtres ces valeurs, alors que dans l'insertion, vous êtes obligé de les respecter, mais vous ne les faites pas nécessairement vôtres. Dans l'intégration culturelle, vous commencez à les intégrer, ces valeurs, et à faire que vous les adoptez dans vos modalités de comportement envers les autres, avec autrui, dans votre vie quotidienne, et vous les transmettez à votre descendance. L'assimilation, c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui va se jouer sur le registre affectif et moral. Et là, vous ne pouvez pas l'imposer. C'est comme vous n'imposez pas l'amour dans un couple. Vous tombez amoureux de quelqu'un, et ça, c'est petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous vous sentez plus proche du peuple de la terre d'accueil que du peuple de vos parents, du peuple d'origine, et vous décidez de sceller votre destin au destin du peuple et de faire ce que dit Ernest Renan dans sa conférence en Sorbonne, qu'est-ce qu'une nation? Vous partagez tout le legs indivi de ce peuple et vous décidez de participer à assurer la continuité historique de ce peuple. Aujourd'hui, ce qu'on observe sur le terrain, c'est que de moins en moins de personnes s'assimilent. C'est pour ça que je dis, à partir du moment où on en arrive à continuer avec les flux migratoires, au niveau où ils sont, moi je suis pour la suspension des flux migratoires, comme Georges Marchais. C'est-à-dire que c'est comme pour l'adoption. Vous êtes parent, vous adoptez, vous apercevez qu'il y a des problèmes, vous ne continuez pas à adopter. Sinon, c'est irresponsable. Eh bien, nos élites, pour une grande part, sont des irresponsables, ils continuent. Et il y a une citation qui me tient à cœur de dire, c'est celle de Victor Hugo. Oui, allez-y, je vous en prie. C'est sur pourquoi je dis ça et pourquoi je suis optimiste. Maintenant, je sais que c'est évident, nous allons passer par une phase très difficile, mais regardez ce que dit Victor Hugo. Tôt ou tard, la patrie submergée flotte à la surface et reparaît. La protestation du droit contre le fait persiste à jamais. Le vol d'un peuple ne se prescrit pas. Ces hautes escroqueries n'ont point d'avenir. On ne démarque pas une nation comme un mouchoir. Et donc je dis ça, et c'est un avertissement aussi à tous ceux qui trahissent l'identité du peuple français. Et la question centrale, et je l'ai dit depuis des années, c'est la question du code de la nationalité. Dans mon livre, je donne le contenu de mon audition devant l'Assemblée nationale sur la question du code de la nationalité et pourquoi il fallait que les élites politiques et de la haute administration, il ne faut pas les oublier, ils sont vraiment liés. Pourquoi le fait qu'ils violaient de code civil qui imposait que l'octroi de la carte d'identité, donc du droit de vote, et on en revient à l'électoralisme politique, et le clientélisme. Le clientélisme qui conduit au séparatisme. Parce que c'est ça. Et qui est entretenu d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est le serpent qui se mord la queue, parce que les élites politiques ne sont plus libres et elles continuent à ramener de l'immigration qui ne s'assimile
pour beaucoup, plus du tout. Et donc on en arrive au fait qu'elles sont sujettes à ça et elles donnent, et donc elles continuent à trahir ce que... Voilà, réécoutez donc ce que je viens de dire de Victor Hugo. Bien sûr. Et donc de toute façon, la nation finira par reparaître. Regardez, nous en avons un exemple sous les yeux. La Russie qui agresse l'Ukraine et l'Ukraine qui montre qu'elle est une nation qui sent un peuple et qui ne veut pas être démarquée comme un mouchoir. Et donc de toute façon... Il passe par une guerre quand même. Mais je vous ai dit, ça ne sera pas facile, parce que vous pensez bien qu'il y a des intérêts. C'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays, à partir du moment, et même à la Révolution française, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enjeu c'est de récupérer le pouvoir politique, ceux qui pensent que maintenant, par la démographie, vont atteindre le pouvoir politique, pensez-vous qu'ils vont le lâcher aussi aisément? Pas du tout. Pas, et donc, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit facile, mais il faut vraiment apprendre par cœur la citation de Victor Hugo et se dire que non, un peuple, ça ne disparaît pas comme ça, et donc la nation va renaître. Ben, j'ai envie de dire que Dieu vous entende. Que les cieux nous entendent. Donc que le peuple nous entende. Il faut vraiment que les Français comprennent, et quand je dis les Français, c'est les Italiens, parce que vous savez, ces problèmes se posent partout, même au Canada. Quand moi je disais aux politiques, je disais, écoutez, nous on est en contact avec les gouvernements du Canada qui nous disent l'immigration choisie a échoué. Et en France, on continue à dire on va faire voter par le Parlement des quotas, l'immigration choisie, ça marche. Et j'ai beau leur dire non, ça n'a pas marché. Pour quelle raison? Parce que ceux qui arrivent, au début, ils viennent de la misère, on leur donne un travail, on leur donne plein de choses, on les prend en charge, ils acceptent. Et leurs enfants, ensuite, parce que l'identité est quelque chose de très complexe. Dans une même fratrie, vous avez des personnes qui vont s'intégrer culturellement, s'assimiler, et d'autres pas. C'est pour ça qu'il faut être très prudent avec cette question de l'identité, parce que là, on est en train de nous mener vers une guerre des identités. Et c'est ça qui est gravissime et qui se joue au travers de la repentance coloniale. C'est pour ça qu'il faut vraiment tourner le dos à toute cette culpabilité. D'ailleurs, Ernest Renan le disait, pour former un peuple, il faut être en capacité d'oublier les pages sombres du passé. Et vous le dites très justement, on peut, vous dites, et ce qui est très important, et vous avez raison de le dire, c'est bien sûr qu'on a un devoir de mémoire. Il ne s'agit pas d'oublier, mais il s'agit d'avancer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas obligé d'oublier, mais on peut avancer. Parce que, bon, de toute façon, en plus, ce que je trouve extrêmement... ça n'a pas de sens pour moi, c'est que les générations d'aujourd'hui n'ont pas vécu cette histoire-là. Tout à fait. Donc, quel est l'intérêt C'est normal, il faut que vous compreniez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans mon livre je parle des matérialistes de la mémoire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la société d'accueil donne un avantage à se revendiquer du passé, plus vous noircissez la société d'accueil et plus on vous donne. Les matérialistes de la mémoire. Papendia, qu'est-ce qu'il a fait depuis le début? Si lui avait parlé de l'intégration, de l'assimilation, personne ne serait intéressé à lui. C'est ça le problème. Et donc, à partir du moment où on dit aux enfants de l'immigration, regardez, le modèle, c'est celui qui crache sur la France, ah ben il crache sur la France. Donc, la responsabilité, c'est pas celle des enfants de l'immigration. Donc vous pensez que cet homme, Papendiaï, alors qui n'a pas encore commencé, j'allais dire le pauvre, et qui s'en prend déjà plein la figure. Moi, c'est pas un pauvre. Non, mais ce que je veux dire, j'ai connu des pauvres dans ma vie. Non, mais quand je vous dis, c'est que c'est vrai que, alors, c'est un indigéniste piqué au wokisme qui va devoir faire. C'est grave. Oui, bien sûr que c'est grave. Pour l'éducation des enfants. Oui, puisqu'il a un poste essentiel. Fondamental. Pour moi, c'est le poste le plus important. Et donc, il va falloir récupérer une école qui est en décomposition. Et pourquoi? Pour quelle raison? Oui, donc... il est salué par les enseignants. Donc je dis pour quelle raison? Les enseignants ont une responsabilité. Alors c'est le seul corps en France qu'on n'a pas le droit de critiquer. Quand on dit l'école a échoué, on ne se pose pas la question pourquoi l'école a-t-elle échoué? Parce qu'il y a un certain nombre de questions qui sont exogènes à l'école, j'en ai parlé longuement dans mes livres, mais il y a aussi une part de responsabilité de la part des enseignants. C'est-à-dire qu'ils avaient pour mission de transmettre la citoyenneté. Or aujourd'hui, ce qu'on constate, et pareil, dans mon livre, je donne les sources de quelle étude ça provient, c'est que 74% des enfants de musulmans, 74% placent les valeurs de l'islam au-dessus des valeurs de la République. Dont certaines sont incompatibles, c'est pas peine de se tortiller, il faut lire Abdel Medeb et vous comprendrez. Et ils étaient 25%, ils sont 25% pour ceux au-dessus de 35 ans. 74 pour les moins de 25 ans, et 25 pour les plus de 35 ans.
ça montre l'échec de l'école, donc l'échec d'une partie du corps enseignant à transmettre la citoyenneté française. Donc il faut aussi que les enseignants se posent des questions et se remettent en cause. Et d'assurer cette cohésion nationale, qui est la mission de l'école. La citoyenneté, c'est ça. Bien sûr. Mais alors, est-ce que vous pensez qu'on a choisi Pape Ndiaye pour cette idéologie? Et donc, oui. Oui, vous pensez Oui, je le pense absolument. Et d'ailleurs, les enseignants sont contents, super. Mais ils ne se posent pas la question, excusez-moi, mais vous êtes enseignant, vous faites le rapprochement ensuite. Pourquoi est-ce que des femmes sont de plus en plus contestées? Parce qu'une femme ne peut pas commander un petit mâle, hein, même s'il est tout petit. Et donc, pourquoi elles sont contestées en classe? Ils ne se posent pas la question d'où ça vient, sur la question d'incompatibilité de certaines valeurs. Aussi parce que, comme je le dis dans mon livre, la figure de l'opprimé, ça arrange les élites, parce que ça leur permet de s'acheter bonne conscience en donnant quelques avantages et de se dire, voilà, on a résolu le problème. Avec cette discrimination positive et ces accommodements raisonnables. Donc, pour vous, il faudrait arrêter cette discrimination positive. Les États-Unis essaient de s'en sortir de cette discrimination positive. Et Barack Obama lui-même a dit que c'est à cause de la discrimination positive, parce qu'elle a habitué les gens à scinder le peuple entre noirs et blancs, il a dit qu'on entretient la fracture raciale. Vous voyez le résultat? Donc est-ce que les États-Unis sont un modèle? Certainement pas. Et donc il faut tourner le dos. Et il y a aussi dans la nomination de Pape Ndiaye une dimension électoraliste, parce que il s'adresse à l'électorat de l'immigration en espérant qu'ils vont s'identifier parce qu'il est noir, et c'est une approche raciste, parce qu'il est réduit au fait qu'il est noir, et puis l'électorat de Mélenchon. Donc complètement, évidemment, donc c'est stratégique. C'est cynique. Oui, parce que c'est fait sur le dos de la cohésion nationale, et c'est extrêmement grave qu'un président de la République joue sur ce registre-là. Et si je l'avais rencontré, parce qu'il m'avait écrit, il souhaitait me voir, et son cabinet a mis un barrage, je n'ai pas réussi à avoir de rendez-vous, il n'aime pas les républicains, vous voyez, regardez, cabinet du président de la République, le président m'écrit avec sa manuscrit qui souhaite me voir, je ne réussis pas. Pourquoi? C'est ce que je vous dis, c'est le matérialisme de la mémoire. Parce que moi, je suis sur le registre de la cohésion du peuple, donc de la paix civile. Attention, quand on dit cohésion du peuple, c'est paix civile. Lorsque j'avais été auditionnée par Simone Veil, à l'époque, c'était sur la réforme de la Constitution, j'avais dit attention à la question de diversité, parce que j'avais parlé à l'époque, le terme a été repris ensuite, de libanisation de la France. Et nous y sommes. Et donc, lorsque le président de la République ne rencontre pas des gens qui se battent pour la République comme moi, je viens de l'immigration, mais valorise les enfants de l'immigration qui, eux, sont dans la fibre de la repentance coloniale de l'esclavage. Et puis restent dans leur... là aussi, de leur communauté. De leur communauté, complètement. Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de l'esclavage des Arabes? De la colonisation. Le Maghreb, c'est quoi? C'est le fruit de la colonisation des Arabes qui sont venus de la péninsule du Golfe arabo. Donc, pourquoi on ne parle pas de ça? Vous voyez bien que c'est une mémoire qui est amnésique. Donc quand je dis on parle de la mémoire, on ne parle pas de tout. On ne parle pas de ça. Madame Taubira avait dit il ne faut pas parler de la traite musulmane, négrière musulmane, ni du fait, parce que les traites, comment est-ce qu'elles ont eu lieu? C'est aussi parce que des Noirs vendaient des Noirs. Ah, mais Madame Taubira avait dit il ne faut pas en parler, il ne faut pas faire de la peine aux jeunes de banlieue. Pourquoi? C'est les respecter que de leur enseigner l'histoire dans sa totalité et de leur dire regardez, il n'y a aucun peuple qui a une histoire totalement glorieuse ou totalement noire. Évidemment. Mais maintenant, nous devons, pour vivre ensemble, passer par le nécessaire, ce que dit Ernest Renan, oubli des pages sombres de l'histoire. Parce que si on ne peut pas, c'est un signe aussi. Si vous restez clivé sur le passé et sur les blessures, c'est qu'on ne peut pas vivre ensemble. Et il faut accepter d'en tirer les enseignements. Donc en fait, vous, dans ce livre, vous nous éveillez sur un tas de choses, vous donnez des solutions. Donc stopper les flux migratoires. Oui, c'est une urgence pour moi, absolument. La deuxième urgence, c'est d'arrêter avec ce mécanisme de repentance et de culpabilité. Tout à fait. Prenez l'intégration. On ne va pas tout lister. Hein, non, mais prenez l'intégration et l'assimilation. L'assimilation, non, je pense qu'elle ne s'impose pas. Mais l'intégration, en tout cas. L'intégration, c'est une nécessité. L'insertion, c'est une obligation. La réforme du Code de la nationalité, pour moi, ça fait partie des urgences. Résister à l'ingérence des pays étrangers. Je parle des États-Unis, mais Pierre Péan avait bien parlé du Qatar, de la manière dont le Qatar avait investi aussi la politique et les politiques, excusez-moi, parce qu'il y a des intérêts financiers. C'est ça aussi. Et ne pas se tromper. C'est-à-dire que
la responsabilité première dans la hiérarchie des responsabilités, elle vient des gouvernants. Donc les gouvernants, leur mission, c'est de respecter le peuple qui leur délègue un mandat, délègue le pouvoir. Et c'est ça, c'est pas le fait de commencer par se dire la faute est aux immigrés qui en réalité n'ont fait que saisir les perches qui leur étaient tendues, parce que bien sûr l'intégration est difficile. Et il y a aussi le fait de tenir un langage de vérité. Parce que des personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent de milieux pauvres, qui arrivent en France et on leur donne beaucoup et qui se comportent comme ils se comportent, qui remettent en cause la police, c'est le cas du ministre de l'Éducation nationale, je reviens à lui parce que c'est central la question de la formation des jeunes et c'est pas un hasard si les frères musulmans ont toujours décidé de gangréner les sociétés, de les grignoter par l'éducation. Donc Pape Ndia, moi je vais vous dire, on dit il n'a pas encore agi, il a écrit, on a reproché, et c'est normal, à Éric Zemmour, ses propos, ce qu'il a écrit sur les femmes. Parce qu'il considérait que le problème de l'Occident, c'est à cause des... C'est la faute des femmes. Tout est la faute des femmes. Et donc, c'est assez stupéfiant ce qu'il disait sur les femmes. Même la régression de l'Occident, c'est les femmes. Et ce sont les propos de Zemmour dans ses livres. Et Zemmour disait, oui, mais ça, c'est mes livres, c'est ce que j'ai écrit, c'est pas moi. Excusez-moi. Aujourd'hui, je suis le candidat, je ne suis plus le journaliste ni l'écrivain. Moi, Malika Sorel, je suis désolée, ce que j'écris, c'est moi. Demain, je ne vais pas dire non, j'ai changé, c'est plus moi, parce que j'occupe tel autre poste. Donc, Pape Ndia, c'est la même chose. On ne peut pas dire ce monsieur a écrit quelque chose et maintenant, il se désolidarise de son idéologie, certainement pas. C'est le problème aussi, c'est un de nos problèmes, c'est de croire que les êtres humains sont désincarnés. C'est-à-dire que c'est un corps qui se déplace à travers le monde et quand ils arrivent, comme par hasard, ils déposent leur tête à côté et puis leur âme et puis il n'y a que le corps. Il faut arrêter de sortir de... Enfin, il faut sortir de cette approche totalement insensée. Mais qui, pour moi, arrange un certain nombre de gens. Malheureusement, Malika Sorel, on est obligé de conclure. Moi, j'invite vraiment les uns et les autres à découvrir votre livre, à le lire. Si on devait ne retenir qu'une chose, je sais que c'est compliqué, mais ce serait quoi? De notre discussion de ce livre, de ce qui vous semble vraiment important, nécessaire, essentiel, fondamental? C'est que l'Occident est une terre merveilleuse. Que la liberté individuelle n'a pas de prix et qu'il faut accepter même de mourir pour la liberté individuelle, que l'héritage des Lumières, c'est pas vain, que l'Occident est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui parce que l'identité est dynamique, l'Occident n'a pas été de ce qu'il est aujourd'hui, il n'a pas été, il a mis plusieurs siècles à arriver à un certain nombre de développements, de réaliser que c'est cette liberté individuelle aussi qui a permis l'essor de la technologie. Moi, je viens du monde des ingénieurs. Quand je vois la régression de la France en maths, il n'y a pas de hasard. Tout cela est lié. Et j'avais même dit à l'époque à Dominique de Villepin, parce que j'avais travaillé pour lui, je lui avais dit la raison de l'incapacité de développement sur le plan scientifique et technologique d'une partie du monde arabo-musulman et même au-delà est liée à ça, le fait d'empêcher le doute, le questionnement et dès le plus jeune âge de rogner les ailes de l'enfant, de l'empêcher d'ouvrir toutes les portes et les fenêtres. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas ce développement technologique qui fait qu'aujourd'hui les gens sont contents d'avoir un smartphone, de pouvoir se déplacer, parce que le développement c'est ça aussi, de pouvoir se vêtir comme ils souhaitent, de pouvoir sortir, de pouvoir lire la littérature. Et donc c'est tout ça qui est en jeu aujourd'hui et je pense que ça mérite de se battre et même de mourir pour préserver ce que nos aïeux, parce que moi je me suis assimilée et ce sont mes aïeux, ceux des Lumières, ceux qui nous ont légués et que nous devons à notre tour léguer à nos descendants. Merci pour cette conclusion qui donne de l'espoir, en tout cas qui nous encourage, je trouve, parce que moi, quand j'ai lu votre livre, je dois vous avouer que j'étais un peu pessimiste en le fermant. Là, il faut être lucide. Il faut être lucide. Mais on peut être lucide et bien sûr être dans la réalité. Oui, c'est vrai. Merci à vous. Merci beaucoup, Malika Sorel. Merci.